suis allé trop vite. Jean-Christophe Garnier, donc chargé d'affaires internationales à la banque CIC Est. Et Renaud Coll, chargé d'affaires à ELR Hermès. Alors, est-ce qu'on dit déjà, d'ores et déjà, ELR Hermès tout court ? À partir du 26 mars. Et votre confrère, donc Suzanne Liorac, chargée du recouvrement à ELR. Alors, c'est bien d'exporter. Encore faut-il aussi se faire payer, c'est la grande question. Et j'imagine que selon les destinations, ça ne doit pas être facile tous les jours. Bonjour. Donc effectivement, ce n'est pas forcément évident selon les pays. J'ai donc recueilli les supports de paiement les plus usités et ceux qu'on peut retrouver en fait régulièrement sur les marchés export. En sachant donc, pour que vous compreniez, donc c'est une échelle de confiance donc qui regroupe l'ensemble des supports que l'on peut retrouver, avec un degré de confiance en fait maximum qui commencera par le chèque pour arriver en fait au paiement d'avance, degré de confiance 0 en fait vis-à-vis d'un acheteur étranger. Donc on va faire une sorte en fait après de recueil à l'après-vert en déroulant gentiment en fait après les différents supports. Le premier qu'on retrouve en fait assez régulièrement dans les opérations internationales est le chèque, parce qu'en fait en France on a naturellement une propension en fait à proposer ce type de paiement. Or, il faut bien avoir à l'esprit que le chèque au niveau international n'est pas du tout le support le plus intéressant, dans la mesure où l'arsenal juridique qui est propre à la France n'est pas du tout reconduit à l'étranger. Et généralement source en fait après de problématiques d'impayés, puisqu'on peut avoir des délais de recours, notamment au niveau des paiements par les banques étrangères, qui peuvent osciller entre 5 semaines, voire pour certains jusqu'à 1 an. Ça veut dire que pour être très clair, quand vous obtenez un règlement par chèque, ne serait-ce que sur un pays relativement proche, par exemple comme sur la Belgique, vous pouvez en fait après vous retrouver, après 1 mois, 2 mois, avec un bel impayé sur votre compte, alors que la marchandise a été expédiée, voire revendue par votre client à l'étranger. Donc c'est un support que je mentionne, mais qu'il faut absolument bannir en fait de toutes les opérations internationales que vous pourriez en fait après avoir avec des clients à l'étranger. Le deuxième moyen en fait après, donc confiance relativement élevée vis-à-vis de votre client, est le virement SWIFT, payé en fait de compte à compte, qui présente un intérêt relativement intéressant, puisque pour obtenir le crédit sur votre compte, votre client étranger aura été débité lui-même en fait de son compte par la banque étrangère, ce qui veut dire qu'une fois que le crédit est porté sur votre compte, l'argent est définitivement acquis pour vous. Il n'existe en fait uniquement que 2 recours pour lesquels nous, Banque Française, serions amenés à débiter votre compte sans vous demander l'autorisation préalable. C'est vous n'étiez pas bénéficiaire des fonds, erreur de destinataire, ou le montant était erroné, c'est-à-dire que vous deviez recevoir 10 000 € et vous êtes crédité de 100 000 €, on redébite votre compte sans vous demander d'autorisation. Pour tout autre motif, on vous demande expressément votre accord. Ça veut dire que s'il y a un litige commercial et que l'argent est crédité sur votre compte, c'est un règlement de gré à gré dans lequel la banque en fait ne peut pas intervenir et on ne peut pas redébiter votre compte. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même un moyen de paiement ultra sécurisé dans la mesure où, une fois que vous êtes crédité sur votre compte, vous n'avez plus de soucis. Toujours dans notre schéma confiance un petit peu moins importante en fait dans votre client, vous pouvez recourir au règlement par effet. Les effets français, aujourd'hui, disposent de l'ensemble des mentions nécessaires pour être valides sur le plan international. Et vous avez le fameux droit cambiaire, qui est un droit de recours en cas d'impayé, mais qui a ses limites dans la mesure où l'impayé en fait constaté nécessite des procédures juridiques à mettre en place. Donc de mandater un avocat français, qui mandatera également un avocat en fait après international, voire un avocat en fait après local, pour obtenir en fait après le règlement en cas d'impayé. Donc avec un risque un peu plus important. Quatrième étage des supports de paiement, la remise documentaire. La remise documentaire, en fait, commence à être un moyen, je dirais, relativement sécurisé dans les échanges, puisque on va non plus, en fait, après effectuer des règlements de gré à gré, mais on va faire intervenir les banques dans le schéma. Pour être simple, la remise documentaire, votre client étranger a besoin, pour dénouer les marchandises, de l'ensemble des documents liés à l'opération. Au lieu de remettre en fait les documents directement à votre client final, vous allez les faire transiter par la banque et la banque étrangère ne remettra
ces documents pour effectuer le dédouanement que contre un accord de paiement. Accord de paiement qui peut être matérialisé au travers d'un paiement par virement ou éventuellement par un effet s'il y a une négociation au niveau du délai de règlement. La lettre de crédit stand-by, toujours en fait confiance moindre. On a quand même en fait après des doutes sur les possibilités en fait après de se faire payer par notre client étranger toujours. La lettre de crédit stand-by, c'est ni plus ni moins ça revient en fait à une garantie bancaire émise par la banque étrangère de votre client à votre bénéfice, qui va garantir un montant sur une durée donnée et qui ne sera mise en jeu qu'en cas d'impayé avéré. Ce qui veut dire que vous êtes assuré pendant la durée en fait de la vie de la lettre de crédit stand-by sur le montant en fait après assuré. C'est-à-dire que, pour être simple, lors d'une expédition, sur une lettre de crédit stand-by de 100 000 euros émise sur 6 mois, vous savez que toutes les expéditions que vous allez émettre avec un encours maximum de 100 000 euros, pendant la durée de 6 mois, vous êtes garanti. En cas d'impayé, on fait jouer cette garantie en formalisant l'expédition que vous avez réalisée au travers des documents qui ont été nécessaires à l'expédition. Vous les transmettez à la Banque française. La Banque française ensuite après fait jouer la garantie en les présentant à la banque étrangère. Le crédit documentaire, qui est le dernier étage en fait après en termes de support relativement sécurisé, qui permettent de faire des opérations entre un acheteur étranger, on va dire qu'on ne connaît pas beaucoup ou très peu, et un fournisseur également en fait après que le client étranger ne connaîtrait pas. Le crédit documentaire présente un intérêt clair dans la mesure où le crédit documentaire garantit l'opération par un engagement irrévocable de la banque étrangère de vous régler sous la condition expresse que vous fournissiez les documents attestant comme quoi vous avez réellement réalisé l'expédition. Ces documents sont vérifiés par la banque française et s'ils sont conformes au crédit documentaire, on les transmet à la banque étrangère qui elle-même les vérifie. Et une fois que la banque étrangère a vérifié la conformité des documents avec le crédit documentaire, elle est engagée irrévocablement à vous régler. Ce qui permet en fait après, au final, de s'exonérer en fait après du risque client final, puisque nous avons un risque étranger. Alors, s'il n'y a pas d'argent sur le compte. Tout l'intérêt en fait après c'est ça, c'est que vous avez en fait après une garantie d'une banque étrangère qui permet en fait après de s'exonérer du risque client final, puisque la banque va se substituer à son client, quelle que soit la situation financière de son propre client, elle sera engagée à vous régler. D'accord ? Exactement, quelle que soit en fait la conjoncture du client. C'est pour ça que au niveau bancaire, quand on émet un crédit documentaire au niveau de l'import, on est engagé en tant que banque en fait après, de manière irrévocable, à régler le fournisseur à l'étranger. Donc c'est pour ça que c'est un engagement qu'on vérifie à 2 fois et pour lequel qu'on émet, je dirais, avec discernement. D'accord ? Et ultime étage en fait après de la fusée, je n'ai aucune confiance en fait après dans mon client étranger, je me fais payer d'avance par virement SWIFT, bien évidemment, et non pas par chèque, clairement, par virement SWIFT. Mais c'est vrai que sur le plan commercial, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus usité et en tout cas le plus sympathique en fait à proposer. C'est pour ça qu'en règle générale, beaucoup d'opérations se fait de gré à gré avec des paiements qui sont faits soit à livraison, soit à terme. Et dans ce cadre-là, il est intéressant en fait après de recourir à des assurances crédit qui permettent en fait après de faire le lien et de vous couvrir sur le risque. Merci. Justement, à Euler, à quel degré, à quel niveau d'intervention vous intervenez en matière justement de recouvrement et est-ce que c'est du conseil ? Voilà, comment vous placez ? Merci, bonjour. Donc le groupe Euler Hermès a construit en fait sa position de leader mondial aujourd'hui de l'assurance crédit grâce justement à la forte valeur ajoutée des informations qu'on est capable de collecter. C'est primordial aujourd'hui et nous sommes organisés avec 1400 analystes crédit dans le monde qui ont la charge de collecter, analyser l'information pour pouvoir délivrer une décision de garantie, une notation. Donc ça aujourd'hui, l'accès à l'information, c'est
vraiment primordial et c'est le premier point, le premier service que nous devons donner à nos clients. Lorsque nous rencontrons des entreprises, une entreprise qui choisit d'exporter sur un pays sur lequel elle n'était pas présente jusqu'à maintenant, la première question qu'elle doit se poser, c'est finalement quel est le risque pays. Donc nous avons aujourd'hui une cellule qui est spécialisée dans ce domaine et qui va apporter toute sa connaissance sur le risque pays, risque politique, risque socio-économique, quelles sont les pratiques en termes de recouvrement, quelle est la législation, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc ça va permettre à notre client d'orienter en fait sa stratégie commerciale et de choisir plutôt une zone d'exportation ou un pays plutôt qu'un autre. Ensuite, la deuxième question qui est importante de se poser, et souvent d'ailleurs on nous le dit quand on rencontre une entreprise, il est important pour sécuriser ces transactions commerciales d'harmoniser aussi les objectifs des commerciaux et les objectifs de la direction financière. Parce que quelquefois ces objectifs peuvent se trouver un peu en contradiction. Donc pour que les commerciaux puissent remplir leurs objectifs en toute sérénité sans que la direction financière augmente ses risques d'impayés, nous proposons et nous mettons à disposition de nos clients des analyses de fichiers clients ou de fichiers prospects, puisque finalement, se faire payer à l'international, ça commence par déjà se poser, qualifier le risque dès la phase de prospection. C'est vraiment important. En qualifiant ce risque dès la phase de prospection, on va inévitablement diminuer le risque d'impayé en aval. Et puis, une fois que le client travaille avec nous, une fois que la relation est établie, bien notre rôle, ça va être de suivre au jour le jour l'évolution de la situation financière de ce client. Donc, pour informer notre client des éventuels changements en termes de risques qui pourraient intervenir. Le suivi en fait permanent de ce portefeuille client permet aussi d'arbitrer des décisions de crédit en interne qui ne sont pas toujours faciles à prendre et de définir des limites de crédit. C'est pas très facile quand on n'a pas accès à la bonne information de pouvoir définir comme ça des seuils et des limites de crédit. Donc c'est notre rôle, dans notre rôle d'accompagnement, d'aider nos clients à définir ces limites de crédit. Et encore une fois, pour faire ceci le mieux possible, tout repose sur la qualité de l'information qu'on va réussir à obtenir au plus près des entreprises. C'est vraiment la base de notre métier. Et puis ensuite, lorsque on est confronté au non-règlement, et ça arrive parfois à l'échéance, eh bien nous avons là un service de recouvrement international qui va traiter, selon le pays où se situe le débiteur, le recouvrement et la relance. Donc nos clients peuvent externaliser tout ou partie de la relance, du recouvrement précontentieux, voire contentieux. D'accord, donc c'est ce que Suzanne Liorac va nous expliquer. On peut arriver à des catastrophes financières, si on parle de manière extrême. Justement, si on n'arrive pas à recouvrir, on peut perdre beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, ça peut atteindre des montants très importants. Donc évidemment, lorsque nous, en termes de recouvrement, nous n'avons pas réussi à obtenir, à récupérer la créance pour le compte de notre client, eh bien là, c'est l'assurance qui prend le relais et c'est l'indemnisation de la créance garantie. Ça permet d'éviter une grosse perte qui pourrait mettre à mal, voire créer un effet systémique de défaillance au sein des entreprises. D'accord. Suzanne, si vous vouliez nous expliquer un petit peu votre activité. Donc nous, à l'agence de recouvrement export de l'Air Hermès, on intervient quand vous n'avez pas réussi à vous faire payer une facture. On privilégie toujours la phase amiable, c'est-à-dire qu'on voudrait, dans le meilleur des cas, préserver les relations commerciales que vous avez avec vos clients. L'agence de recouvrement export est composée de 8 juristes qui parlent 3 langues minimum chacun, ce qui nous permet de couvrir le plus de pays possible. Donc dans tous les pays, on peut parler anglais,
Mais on a des pays plus spécifiques comme la Chine, où on a quelqu'un qui parle chinois, le Brésil, quelqu'un qui parle portugais, ou des pays qui sont vraiment en développement et où votre client, le service comptabilité de la société débitrice ne parle pas forcément anglais. Donc nous, notre expertise se trouve là. On connaît les cultures, les us et coutumes de chaque pays, en tout cas le plus possible, pour pouvoir adapter nos actions de recouvrement. Et pour privilégier la phase amiable, éviter d'abîmer vos relations commerciales, préserver en tout cas vos relations commerciales et surtout éviter des coûts supplémentaires que pourrait engendrer une procédure judiciaire qui est, je le rappelle, très longue dans certains pays et très aléatoire. Donc voilà, la phase judiciaire, on la préconise en cas de litige si vraiment on n'a pas trouvé de règlement transactionnel avec votre débiteur, mais c'est vraiment notre dernière solution. On gère également tout ce qui est procédure collective. Donc il est très possible qu'un de vos clients ne puisse pas vous payer tout simplement parce qu'il n'a plus les fonds, plus de liquidité. Et dans ce cas-là, il est en procédure collective et nous, on s'occupe de déclarer votre créance et d'être votre représentant auprès du mandataire judiciaire. Donc nous, notre intérêt, c'est de défendre vos intérêts en minimisant vos coûts dans les actions de recouvrement, sachant qu'on commence une phase amiable depuis la France. Donc on contacte votre débiteur par courrier, par fax, par mail, par téléphone. Et si jamais nos actions n'aboutissent pas, nous avons des correspondants dans beaucoup de pays. Dans combien de pays ? Plus de 55 pays. Et dans les pays où nous n'avons pas de correspondants au LR Hermès, nous avons des cabinets d'avocats. Sachant qu'on a des pays, des zones géographiques comme le Moyen-Orient, où l'intermédiaire de l'avocat est beaucoup plus efficace que si on passait par des agences de recouvrement. Ou la Chine, où le recouvrement se fait exclusivement par l'intermédiaire d'avocats. Donc on a établi comme ça des partenariats qui sont très efficaces, qu'on challenge régulièrement pour avoir un bon taux de récupération. Et donc tout ça pour mettre en avant la phase amiable. On traite environ 200 000 dossiers contentieux par an. Et on en récupère, je crois, plus des 2/3 dans la phase amiable. 80% dans la phase amiable. 80%, Ce sont des chiffres qui sont en croissance ou heureusement qui fléchissent ? Oui, alors ils sont en croissance. Ils l'ont été aussi fortement pendant la période fin 2008 et toute l'année 2009. Là, effectivement, il y a eu un pic pour les raisons qu'on connaît. Et puis la volonté aussi du groupe LR Hermès étant de se développer. Mécaniquement, on traite aussi de plus en plus de clients sur quasiment toutes les zones du monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper le risque d'impayé. Tout repose là-dessus. Le meilleur moyen de se protéger contre le risque d'impayé, c'est d'abord d'avoir la bonne information au bon moment. Donc tout repose sur la qualité de la prévention. C'est essentiel. D'accord. Un mot, Monsieur Garnier, si vous vouliez rebondir un peu sur ce qui a été dit. Tout à fait. Donc, comme le disaient en fait mes collaborateurs, enfin en tout cas confrères, c'est vrai que l'impératif dans les opérations, c'est bien évidemment dans le cadre d'une opération commerciale de prendre en charge dès le moment des négociations commerciales l'aspect de règlement. L'aspect en fait après des règlements est une phase intégrale de la négociation commerciale. Alors c'est vrai qu'on constate malheureusement que nos clients exportateurs se focalisent principalement sur les produits en fait qu'ils ont à vendre, négocient très bien en fait après leur marge et oublient en fait notamment les aspects de règlement qui peuvent avoir des fois des coûts, voire éventuellement en fait après des incidences relativement graves si on va dire l'anticipation n'a pas été relativement importante. Donc c'est vrai que le GIEC en mot de conclusion, messieurs, dames, exportateurs, exportatrices, vérifiez bien effectivement derrière que les opérations commerciales que vous réalisez sont bien adossées en fait après sur des bons paiements. Et s'il vous plaît, oubliez clairement le chèque en termes de règlement. On en voit encore beaucoup trop passer, qui sont sujets en fait après à des impayés.
et éventuellement de mise en jeu en fait après de confrères après de la Hermès, ce qui est rarement en fait après, je dirais, un bon gage de poursuite des opérations commerciales à venir. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Donc tout était. J'avais une question par rapport au virement. Il n'y a pas du tout de possibilité que l'argent, à un moment donné, j'avais cru entendre des personnes qui s'étaient plaintes d'avoir eu une rentrée d'argent qui était repartie au bout de 7-8 jours. Dans le cadre en fait après d'un virement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait après, donc les deux seuls cas pour lesquels on redébite le compte sont donc vous n'étiez pas bénéficiaire des fonds, il y a une erreur d'aiguillage, ça peut arriver, ou donc le montant était erroné. Et quand je dis montant erroné, c'était pas vous devez recevoir 12 553 € et j'en ai reçu que 12 500, c'est vraiment en fait après vraiment une grosse erreur. Dès lors que le montant est crédité sur votre compte, on doit systématiquement en tant que banque vous demander par écrit votre accord. Donc s'il y a un litige commercial et si la banque de votre client étranger nous sollicite en fait après pour dire voilà finalement les fonds qu'on a envoyés on voudrait bien les récupérer. On a régulièrement ce type de demande, hein. Il est clair. On peut toujours effectivement tenter l'opération, mais on est obligé en fait, nous en tant que banque, de demander votre accord écrit pour redébiter votre compte. Ce qui veut dire que si vous n'en êtes pas d'accord, et si la banque en fait après, je dirais, outrepasse vos droits, on est en tort. Donc on fait très attention à ce type de demande. Donc systématiquement en fait après quand on a ce type de demande, on sollicite notre client en disant voilà, on a reçu de la banque étrangère une demande de reverser les fonds à l'émetteur, qu'est-ce qu'il en est? Et on est obligé de retenir en fait et de récupérer votre accord écrit. Et c'est si et seulement si vous en êtes d'accord qu'on redébite votre compte. Et en aucun cas, on peut, sur injonction en fait après la banque étrangère, redébiter votre compte. Est-ce que c'est des événements qui avaient eu lieu avec des cartes bancaires alors? Parce que je sais pas, j'ai entendu parler de choses comme ça, sur les cartes bancaires, c'est différent. Qui arrivent et les paiements qui repartent. Effectivement, sur les cartes bancaires, c'est complètement différent. Dès lors que vous faites des opérations, notamment de vente à l'étranger avec des cartes bancaires. Les cartes bancaires sont considérées comme un paiement en fait après à distance, donc de la vente à distance, ce qu'on appelle vulgairement la VAD, vente à distance. Et aujourd'hui, l'arsenal juridique en Europe est très clair. Dans le cadre de la mise en place de l'uniformisation en fait, des transactions au sein de l'Union européenne, la Commission européenne a obligé les banques aujourd'hui, on va dire, à privilégier les recours des éventuels fraudeurs, des victimes en fait de fraudeurs. Et dans le cadre de la vente à distance, vous n'avez pas de garantie de paiement. C'est-à-dire que le paiement qui est crédité sur votre compte dans le cadre d'une carte, le porteur d'une carte peut se répudier. C'est-à-dire il peut dire, non, finalement, c'est pas moi le porteur de carte. Et l'opération qui a été passée, elle a été faite en fraudant ma carte. Et on a déjà, aujourd'hui, 90 jours, le porteur de la carte a 90 jours pour dire, non, c'était pas moi. En 90 jours, vous prenez un risque supplémentaire. Qui va être porté bientôt à 13 mois. Je dis 13 mois, c'est-à-dire en fait 1 an et 1 mois. Dès lors, en fait, après qu'il n'y aura pas eu de vérification du porteur, c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place, en tant que banque, la sécurisation des porteurs. Vous avez peut-être entendu parler, en fait, après, des 3D Secure, notamment, qui permet de vérifier que le porteur de la carte est bien celui qui est en train de faire le règlement, au travers d'un code qu'on envoie, en fait, soit par message Internet, soit sur un SMS, pour vérifier que le porteur, en fait, après, est bien celui qui dit être le porteur. Et comme ça, on peut se dire, attendez, là, vous êtes porteur de la carte, l'opération qui a été portée, on a bien identifié que vous étiez bien le porteur de la carte et vous ne pouvez pas dire que c'était vous. C'était pas vous. C'est bien vous, on a bien vérifié, vous avez bien rentré le code. Donc là, effectivement, s'il y a eu fraude, vous devez porter plainte. Mais en tout cas de cause, on a bien vérifié que le porteur de la carte était bien celui qui est référencé en fait auprès de la banque. Dans tous les autres cas, les opérations pourront être refusées et donc redébitées sur votre compte en fait pendant une durée de 13 mois. Donc, ce qui veut dire que c'est clairement, en fait, après, on va dire, une grosse brèche qui est donnée aujourd'hui dans tout ce qui est vente à distance. Et notamment, c'est vrai que les ventes à distance via Internet se développent énormément. Et ça va peut-être, effectivement, en tout cas, amener les entreprises exportatrices à réfléchir à 2 fois et de bien sécuriser leurs opérations pour qu'après, derrière, bien évidemment, elles s'exonèrent, en fait, après, du risque d'impayé. Mais on est là également, en fait, en tant que banque pour vous... J'irai conseiller au mieux pour éviter ce genre de désagrément, clairement. Merci.
D'autres questions? Nos intervenants vont peut-être se tenir à disposition des éventuelles questions en aparté. Merci à vous. Merci.